à quelques minutes à peine de l'aéroport de Strasbourg. Merde! Un Airbus A320 heurte violemment le sommet d'une montagne. Delta Alpha, your position? Il y a des survivants. J'ai paniqué. J'avais peur d'être brûlé vif. Mais leur vie est encore en danger. Il fait un froid sibérien, sans compter qu'ils l'ignorent, mais personne ne sait où il se trouve. They could be anywhere in there. On aurait pu s'y attendre dans la jungle ou dans la forêt tropicale, mais pas dans une région densément peuplée comme celle de Strasbourg. Avant même que les enquêteurs puissent commencer à chercher la cause de l'écrasement du vol 148 d'Air Inter, ils doivent d'abord localiser l'épave de l'avion et ses occupants. « 20 janvier 1992. Le vol 148 d'Air Inter s'est envolé de Lyon, en France. 124.905, thank you. Le commandant Christian Heyquet et le copilote Joël Chérubin sont des pilotes expérimentés. Conjointement, ils ont accumulé plus de 12 000 heures de vol. Le trajet est court entre Lyon, au centre de la France, et Strasbourg, dans la région montagneuse de l'Alsace. La compagnie aérienne française Air Inter attire majoritairement une clientèle d'affaires et se targue toujours d'être à l'heure. Have we been flying for 35 minutes yet? 41 minutes. Les pilotes sont aux commandes d'un Airbus A320, l'un des avions commerciaux les plus perfectionnés de l'industrie. Avant même de décoller, ils programment le pilote automatique pour atterrir sur une piste précise à Strasbourg. Le poste de pilotage de l'A320 est bien différent de celui des autres modèles d'avions. Au lieu d'instruments analogiques, les pilotes disposent d'affichage numérique. Strasbourg, good evening. Runway News 05. Transition level 50. Wind 040 at 18 knots. Visibility 10 kilometers. Un enregistrement de l'aéroport de Strasbourg informe l'équipage d'un changement au plan de vol. En raison de vents violents et de conditions hivernales défavorables, le vol 148 devra atterrir sur une piste de dégagement 05 in service. au lieu de celle déjà programmée dans le pilote automatique. 05. What sort of wind are they giving us? 18 knots. 18 knots. L'idée de changer de piste contrarie le commandant Heyquet. No chance. Il espérait atterrir sur la piste 23, une approche qui fournit au pilote automatique des repères précis. La nouvelle piste, la 05, est entourée de montagnes, ce qui risque de brouiller les signaux radio transmis au pilote automatique. You know, if we go with the runway 05 procedure, we... Oh no. Le commandant Heyquet propose un compromis. I'm putting back runway 23. Otherwise, I couldn't make the ILS interception. Il veut programmer le pilote automatique pour voler vers la piste 23. Mais à proximité de l'aéroport, le commandant prévoit prendre les commandes de l'appareil pour faire un atterrissage à vue sur la piste 05. You're taking 23 then? Yes! Agreed. Ladies and gentlemen, we are commencing our descent. We ask you to please return to your... Nicolas Courias est un étudiant universitaire de cycle supérieur. C'était une belle journée.
J'allais voir ma petite amie à Strasbourg. J'étais de très bonne humeur. Roger 854, proceed to GTQ air level 140, contact Reims. Delta Alpha, Strasbourg. Yes, we intend to proceed to do an ILS on runway 23, then an indirect for runway 05 after that. Le contrôleur de Strasbourg évalue la stratégie du commandant. Delta Alpha. Il le prévient qu'il y aura certainement du retard en raison d'un trafic intense. Given that we're going to have 3 takeoffs on 05, you risk waiting in a stack at 5,000 feet. We're not going to mess about like that, descending at full speed. If they had warned us in advance, cripes! Delta Alpha. Alpha, Strasbourg. I hear you. Conscient de la colère du commandant, le contrôleur lui offre son aide. If you want, I can... Take you with the radar to lead you to Andlo at 5,000. Andlo est un repère à l'approche de la piste 05. Il permet aux pilotes d'aligner leur avion pour l'atterrissage. Yeah, that's good. Oh yeah. Okay, then turn left to heading 230 degrees. 148. Turn left to heading 230 degrees. There you are. That will save you some time. Comme l'approche finale sur la piste 05 ne peut se faire avec le pilote automatique, le commandant doit calculer lui-même l'angle de descente. That makes 3.3 degrees. Donc 3,3, c'est tout à fait normal, oui, c'est un angle normal, et ça permet de rattraper doucement la bonne pente, voilà. Ladies and gentlemen, we are continuing our descent. Le vol Lyon-Strasbourg était très court. 45 ou 50 minutes, je crois. Il n'y avait rien de spécial. Tout allait bien. Thank you. Turn left, steer 90. 090 degrees, Delta Alpha. Le contrôleur guide le vol 148 dans son dernier virage avant de s'aligner sur la piste qui se trouve maintenant à 25 km. Tout à coup, le copilote chérubin remarque que l'avion dévie légèrement de sa route. We're headed inside. You're inside there. You should have started with 070. Yeah. At least that much. Le contrôleur remarque lui aussi que l'avion s'écarte de sa trajectoire. Air Inter, Delta Alpha. L'avion ne s'est pas aligné sur Andlo, le repère électronique de la piste. Delta Alpha, you're passing to the right of Andlo. Mais il autorise tout de même l'atterrissage. Authorized for final approach 05. Delta Alpha. Le commandant commence sa procédure d'atterrissage. Flaps towards 2. Flaps towards 2. Flaps at 2. Gear down. Ladies and gentlemen, we are going to land in a few minutes. Le commandant Eke remarque que l'avion vole trop rapidement. Il déploie donc les aérofreins qui gênent l'écoulement de l'air sur les ailes. La résistance qui s'ensuit ralentit l'appareil. We have to watch our descent. The approach axis. Le copilote est davantage préoccupé par leur position horizontale par rapport à la piste. It was 60. Check it out. Ouais, ouais. Mais les pilotes n'ont pas le temps de rectifier le tir. Delta Alpha, your position? Air Inter, Delta Alpha, Strasbourg. L'écrasement est effroyable. L'A320 a percuté le flanc d'une montagne. Delta Alpha, your position?
Le vol 148 a disparu des radars. Les communications radio demeurent sans réponse. Les mesures d'urgence sont déclenchées à l'aéroport de Strasbourg. This is the last hit we got. We were flying about 20 kilometers away from the airport. Ils doivent d'abord localiser le lieu de l'écrasement. Mais ce n'est pas si simple. Les données du radar de l'aéroport ne sont pas enregistrées. Le radiophare de repérage d'urgence de l'avion n'a pas émis le moindre signal. Et étonnamment, personne ne semble avoir été témoin d'un écrasement d'avion. It could be anywhere in here. On délimite un secteur de recherche qui s'étend sur plus de 20 km² de forêt dense aux abords de Strasbourg. Nicolas Kourias a survécu à l'écrasement du vol 148 d'Air Inter. Il s'en tire avec de légères blessures. J'ai détaché ma ceinture de sécurité et je me suis levé. J'ai essayé de trouver ma valise dans les compartiments à bagages, mais il n'y avait plus de compartiment. C'est là que j'ai compris que l'avion s'était écrasé et que j'avais survécu. J'ai vu les flammes et j'ai paniqué. J'avais peur d'être brûlé vif. Je me suis dirigé vers la queue de l'avion, ou plutôt ce qu'il en restait. J'ai trouvé d'autres survivants. J'avais peur que l'avion explose. J'étais paniqué. Les survivants sentent une forte odeur de carburant. Ils s'éloignent de l'avion en flammes. On est restés ensemble en attendant les secours. Ils ne savent pas encore à quel point leur attente sera longue. Après l'écrasement, on s'est dit que les secours allaient arriver dans une demi-heure ou une heure tout au plus. Mais ça n'a pas été le cas. Une heure après l'écrasement, les secouristes ignorent toujours où se trouve l'épave de l'avion. Nicolas Kourias et ses compagnons d'infortune subissent une nouvelle épreuve. La température descend au-dessous de zéro dans la forêt sombre et isolée. Le vol 148 d'Air Inter a disparu des radars près de l'aéroport de Strasbourg depuis déjà 2h30 et l'avion n'a toujours pas été localisé. La tension monte. Le Bureau d'enquête et d'analyse pour la sécurité de l'aviation civile, ou BEA, dépêche son enquêteur principal, Jean Pariès, à Strasbourg. J'ai immédiatement appelé mes 2 collègues et on a constitué notre équipe. On était prêt à se rendre sur les lieux de l'écrasement dès qu'on aurait localisé l'avion. L'attente est interminable. C'était étonnamment long. On aurait pu s'y attendre dans la jungle ou dans la forêt tropicale, mais pas dans une région densément peuplée comme celle de Strasbourg. Comme l'aide se fait attendre, Nicolas Kourias retourne dans les décombres de l'avion à la recherche d'autres survivants. D'après moi, si le secours était arrivé plus rapidement, certaines victimes auraient survécu. Près de 1000 personnes recherchent l'avion disparu. Mais 3 heures après l'écrasement, il reste introuvable. Frustré, Nicolas Kourias décide d'aller chercher de l'aide lui-même. Il tombe sur une équipe de télévision qui tente justement de retrouver l'avion. Mais comme l'épave n'est nulle part en vue, ils sont sceptiques. Ils ne s'attendaient pas à ce qu'il y ait des survivants. Ils ne m'ont pas cru quand je leur ai dit que j'étais l'un des passagers. Pourtant, j'avais le visage complètement noirci par la fumée et le kérosène. Les journalistes le suivent jusqu'au lieu de l'écrasement, où les attendent 8 autres survivants. Les secours arrivent enfin.
L'avion s'est écrasé près du sommet du mont Saint-Odile, haut de 762 mètres, à 19 km de la piste. Ils ont mis 4h30 à nous retrouver. C'était une bavure terrible. Je n'en revenais pas. On était à 20 km de Strasbourg et ils n'avaient pas réussi à nous trouver avant ça. 87 passagers et membres d'équipage ont péri, dont le commandant et le copilote. Les survivants commencent à raconter leur version des faits, mais rien ne permet d'expliquer la cause de l'écrasement. On descendait, et puis ça partait dans tous les sens. Hein. Je sais pas, on a dû toucher les arbres. Hein. Bob McIntosh, un enquêteur américain du NTSB, arrive sur le lieu de l'écrasement. Le bureau français d'enquête, le BEA, était conscient que l'accident attirerait l'attention du monde entier, même si c'était un vol intérieur. Il a donc invité un groupe d'enquêteurs de différents pays à collaborer. Les enquêteurs veulent d'abord récupérer les 2 boîtes noires de l'avion. Les boîtes noires sont coincées dans la section de la queue qui est la proie des flammes. Tout délai supplémentaire risque de détruire de précieux indices. On était très inquiets de l'état des enregistrements. On craignait qu'ils ne soient irrécupérables. On avait besoin de ces renseignements. En France, le système judiciaire participe aux enquêtes sur les accidents aériens. Jean Pariès et son équipe ne peuvent accéder au site avant que les autorités aient sécurisé les boîtes noires. Je me rappelle avoir vu l'enregistreur de bord au milieu de la braise incandescente et je ne pouvais même pas intervenir en disant « Sortez-moi ça de là au plus vite ». Après minuit, les boîtes noires sont enfin récupérées et envoyées au laboratoire aux fins d'analyse. Les enquêteurs espèrent qu'il n'est pas trop tard. C'était un énorme brasier. Elles avaient l'air brûlées et endommagées. À la lumière du jour, les enquêteurs examinent attentivement les décombres de l'écrasement du vol 148 d'Air Inter. Ils découvrent pourquoi le radiophare de repérage d'urgence de l'avion n'a jamais émis de signal. Il a été détruit sous la force de l'impact. Le radiophare est situé dans le poste de pilotage. Il est conçu pour se déclencher à la suite d'un écrasement. Comme il est resté muet, l'hypothèse d'un impact d'une grande violence est soulevée. On se doutait que la descente avait été anormalement abrupte. Les enquêteurs examinent les moteurs pour vérifier s'ils ont calé avant l'impact. Si les pales de soufflante sont courbées et qu'on trouve beaucoup de branchages coincés dans les moteurs, on peut conclure qu'ils fonctionnaient normalement. C'est exactement ce qu'ils constatent. Les moteurs fonctionnaient encore à plein régime quand l'avion a percuté violemment la montagne sans même envoyer de signal de détresse. Les enquêteurs sont perplexes. Ils espèrent que l'enregistreur de données de vol leur permettra de résoudre le mystère. Ce type d'enregistreur était le plus résistant de tous. C'était le NEC Plus Ultra en matière de résistance. Cette boîte noire est conçue pour résister à une température de 1100 degrés Celsius pendant 30 minutes. À l'intérieur, l'enregistreur est protégé par une capsule remplie d'eau. Quand l'enregistreur chauffe, l'eau se transforme en vapeur en absorbant l'énergie et en s'évaporant par une petite ouverture dans la capsule de protection. Mais les enquêteurs font une découverte troublante en ouvrant l'enregistreur de données de vol. Le DFDR n'était plus bon à rien. Les données étaient irrécupérables. Il avait été soumis à une chaleur intense pendant plus de 30 minutes. L'enregistreur n'était pas conçu pour résister aussi longtemps à la chaleur. On était extrêmement déçus. Il reste un dernier espoir de récupérer les données de vol. Il s'agit de ce qu'on appelle un enregistreur à accès rapide, ou QAR.
Les mécaniciens se servent du QAR pour accéder aux ordinateurs de l'avion, mais le dispositif enregistre également certaines données de vol. Contrairement aux boîtes noires, le QAR se trouve près du poste de pilotage. Les enregistreurs à accès rapide ne sont pas protégés. Ils sont situés à l'avant de l'appareil, dans le compartiment électronique. En général, la force d'un impact les détruit. Les enquêteurs sont soulagés d'apprendre que cette fois, le QAR a résisté au choc. Mais un examen plus attentif du dispositif transforme leur optimisme en frustration. Les 20 derniers centimètres du ruban étaient brûlés et endommagés. Ils étaient trop endommagés pour qu'on puisse en faire la lecture. Les enquêteurs veulent retrouver ces données à tout prix. Ils décident de tenter leur chance avec une technique expérimentale qui consiste à faire passer un faisceau lumineux à travers une lentille minérale en grenat. Le grenat permet de visualiser les champs magnétiques enregistrés sur le ruban. Une lentille spéciale aide les techniciens à distinguer les champs magnétiques positifs et négatifs qui se traduisent en chiffres binaires ou bits. Il y a 768 bits par seconde. Ça fait beaucoup de 0 et de 1. Il faut déplacer soigneusement le ruban sous la lentille ou le grenat pour s'assurer de ne pas oublier un chiffre ou de ne pas lire 2 fois le même. C'est une tâche ardue. L'analyse des données demande encore plus de minutie. Ça a pris environ une journée pour lire 1 seconde d'enregistrement. La moindre seconde pouvait révéler quelque chose de crucial pour l'enquête. Les tentatives pour retrouver les données du QAR risquent de prendre plus d'1 mois. Entre-temps, les enquêteurs se concentrent sur l'enregistreur de conversation de poste de pilotage qui se trouvait juste au-dessus de l'autre boîte noire. L'enregistreur de conversation de poste de pilotage a été retrouvé à quelques centimètres seulement de l'autre, mais il n'était pas dans les cendres. Sur l'enregistrement, l'inquiétude dans la voix du commandant se fait sentir dès le début du vol. Yes! Les enquêteurs savent que l'atterrissage sur la piste 05 demandait ce qu'on appelle une approche de non-précision. Ce qui veut dire que les pilotes ne reçoivent de l'information électronique que sur leur position horizontale, c'est-à-dire à gauche et à droite. Ils n'obtiennent aucun renseignement sur l'altitude. L'approche de non-précision est beaucoup moins précise. Ça ne présente pas de véritables difficultés, mais les pilotes sont moins à l'aise. 05. What sort of wind are they giving us? 18 knots. L'approche de non-précision est plus exigeante pour les pilotes. Les enquêteurs constatent que le commandant se faisait du souci au sujet de la piste 05. 48 Delta Alpha, you are number 1 for the VOR DME runway 05. Runway 05. 10 nautical. That won't work. It's a lot of distress over non-precision approach. Les enquêteurs se demandent pourquoi le commandant était aussi nerveux. Mais en vérifiant la formation des pilotes d'Air Inter, ils se rendent compte que la plupart d'entre eux n'ont pas reçu de formation approfondie sur la procédure d'approche de non-précision aux commandes du nouvel Airbus A320. Je pense qu'il aurait fallu avoir un training doublé par rapport à un avion classique. Les enquêteurs demandent à la compagnie aérienne de leur fournir les rapports détaillés du passé des pilotes en matière d'approche. Leur lecture les laisse perplexes. Le commandant Eke a atterri à Strasbourg à plusieurs reprises, mais jamais à bord d'un A320 avec une approche de non-précision. We're not going to mess around like that descending at full speed. De toute évidence, le commandant ne se sentait pas à l'aise de pratiquer une manœuvre d'atterrissage qu'il ne connaissait pas. Je crois que le pilote s'inquiétait du peu de temps dont il disposait. Have we been flying for 35 minutes yet? Et le copilote ne voulait surtout pas contrarier le commandant. At least that much.
En poursuivant leurs recherches sur la carrière du pilote, ils font une autre découverte troublante. Même si conjointement les deux pilotes avaient accumulé plus de 12 000 heures de vol, ils étaient tous deux plutôt inexpérimentés avec le nouvel Airbus A320. Le milieu de l'aviation avait sous-estimé l'ampleur des changements introduits par le nouvel Airbus A320. Le commandant avait accumulé seulement 162 heures de vol sur l'A320 et le copilote encore moins, avec seulement 61 heures. La confiance de l'équipage a joué un rôle dans cet accident. Ils ont manqué de confiance, à la fois en eux et en l'appareil. 18 knots. No chance. Ils n'avaient pas reçu la formation adéquate pour voler dans ces conditions. They had warned us in advance. Cripes! Les enquêteurs concluent que la formation des pilotes était insuffisante. Mais cette conclusion n'explique pas à elle seule l'écrasement. Merde! Les enquêteurs cherchent d'autres facteurs pouvant expliquer l'écrasement du vol 148 d'Air Inter. Ils réécoutent les conversations entre les pilotes et le contrôleur aérien. I can give you radar headings and take you to Anlo at 5,000. Yeah, that's good. Alors aussi, l'équipage ce soir-là, quand on lui a proposé un radar Vector, il était content parce que ça diminuait sa charge de travail. Turn left, steer 90. Avec l'aide du contrôleur, cet atterrissage promettait d'être fort simple. Mais quand les enquêteurs ont reconstitué la trajectoire de l'avion grâce à l'information de stations radars situées aux abords de l'aéroport, ils découvrent qu'une terrible erreur a été commise. The 090 heading started here. 090, 0 degrees, Delta Alpha. But it won't take them to Andlo. Last radar vector the controller gave was incorrect. It sent them closer to the mountain. Les enquêteurs sont également troublés à l'écoute des termes choisis par le contrôleur quand il a prévenu les pilotes à tort qu'ils se dirigeaient vers la droite. Delta Alpha, you're passing to the right of Anlo. Les pilotes croyaient se trouver à gauche de la piste et non à droite. Voilà qui a ajouté à leur confusion. Le contrôleur, en fait, il a fait un poor guidance, un mauvais guidage. Et il n'a pas utilisé la phraséologie standard. Les enquêteurs recommandent que les contrôleurs n'utilisent que des points de compas en donnant des directions, sans jamais prononcer les mots « droit » ou « gauche ». Il ne fait pas de doute que l'erreur du contrôleur a dirigé l'avion vers la montagne. Turn left, steer 90. 090, 0 degrees. Delta. Mais encore une fois, les enquêteurs sentent qu'un élément leur échappe. Ce n'est pas complètement inhabituel d'amorcer une descente dans une telle situation. Flaps towards 2. Flaps towards 2. Gear down. En reconstituant la trajectoire du vol, les enquêteurs découvrent quelque chose de plus alarmant que le problème d'orientation horizontale. Étrangement, en contournant la montagne, l'avion a effectué une descente aussi abrupte que rapide. Leur descente était environ 2,5 fois plus rapide que la normale. À cette altitude, c'était fatal. Without the steep descent, they would have cleared the mountain. Si la trajectoire verticale avait été respectée, il se serait posé sans problème. Authorized for final approach 05. En étudiant la trajectoire du vol 148, les enquêteurs constatent que la vertigineuse descente a commencé 60 secondes avant l'écrasement. Sur l'enregistrement, rien ne laisse croire que la manœuvre était intentionnelle. Comment se fait-il que les pilotes ne s'en soient pas rendus compte? Le mystère reste entier. Ce n'est pas compliqué de surveiller l'altitude. L'altimètre du poste de pilotage affiche en permanence l'altitude au pilote.
L'altimètre est un instrument d'une grande précision et d'une grande fiabilité, entre 1,5 et 3 mètres près. L'ignorer constituerait une grave erreur de la part des pilotes. Sur l'enregistrement, on entend une seule remarque concernant la perte abrupte d'altitude. We have to watch our descent. Le commandant l'a prononcé 16 secondes avant l'écrasement. Il venait tout juste de déployer les aérofreins. L'avion accélérait de façon anormale. Le commandant s'est rendu compte que la vitesse verticale de descente était problématique. Mais le copilote a changé de sujet. The approach axis. We're hitting the axis a half point off. There. It was 60. Check it out. Il a attiré l'attention du commandant sur leur position horizontale au lieu de leur descente verticale, qui constituait pourtant le vrai problème. Finalement, les deux pilotes n'ont pas su reconnaître la gravité de la situation. Je crois qu'ils voulaient sortir des nuages afin de voir la piste de leurs propres yeux. Comme ça, ils n'auraient pas eu besoin de l'approche aux instruments. It was 60. Check it out. Mais l'avion n'est jamais sorti des nuages. En aviation, il y a un vieil adage qui dit que les montagnes se cachent dans les nuages. Merde! Il devient de plus en plus évident que l'équipage ne surveillait pas assez attentivement son altitude. Mais il y a un mystère encore plus grand. Qu'est-ce qui a provoqué cette descente fatale? Après des mois d'efforts, les enquêteurs ont peut-être trouvé l'explication. Ils ont enfin récupéré les données de vol disponibles de l'enregistreur à accès rapide. On était très impatients d'en apprendre davantage. Ces données confirment que tout juste avant l'écrasement, l'avion filait vers le sol à une vitesse extrêmement élevée, 3300 pieds par minute, soit 1000 mètres par minute. Elles confirment également que l'angle de trajectoire de vol était dangereusement prononcé. Beaucoup plus que les 3,3 degrés programmés par le commandant. Decimal 3 degrees. That's quite a difference. Ce n'est pas tout. Jean Pariès remarque une similitude entre deux valeurs déterminantes. La vitesse verticale de l'avion est de 1000 mètres par minute, ou 3300 pieds par minute, tandis que l'angle de trajectoire de vol visé est de 3,3 degrés. Coincidence? L'enquêteur veut vérifier une nouvelle hypothèse au sujet de l'écrasement du vol 148 d'Air Inter. Can you show me a descent of 3,300 feet per minute? Deux valeurs présentent une ressemblance frappante. Le pilote automatique offre deux modes de descente, l'angle de trajectoire de vol et la vitesse verticale. Comme ils sont affichés dans la même fenêtre, 3300 est abrégé en 33. Now, show me a flight angle of minus 3.3 degrees. Le problème sur cet avion, c'est que les deux valeurs étaient affichées dans la même fenêtre et commandées par le même bouton. 3,3 degrees. Jean Pariès soupçonne que la confusion semée par l'affichage a embrouillé le commandant Ecke. So, it wouldn't be hard to make that mistake, would it? Si on n'est pas très attentif, c'est facile de confondre les deux valeurs. Si le commandant n'a pas appuyé sur le commutateur de mode, le fait d'entrer la valeur 33 n'a donc pas initié un angle de trajectoire de vol sécuritaire de 3,3. Au contraire, il a précipité l'avion dans une descente meurtrière à une vitesse de 3300 pieds par minute. Deux mois après l'écrasement, un autre appareil d'Air Inter entreprend une descente dangereusement abrupte pour la même raison. Les pilotes se sont rendus compte du problème seulement en sortant des nuages. Eux aussi ont confondu l'angle de trajectoire de vol et la vitesse verticale. Ils ont eu de la chance. Le plafond nuageux était beaucoup plus haut, ce qui leur a permis de corriger leur erreur à temps. Des recherches approfondies révèlent que ce problème s'étend à tous les A320. De nombreux pilotes ont confondu ces deux modes, surtout pendant leur formation. Mais plusieurs sont tombés dans le piège malgré leur expérience.
Impatient de vérifier son hypothèse, Jean Pariès programme un simulateur avec les données connues du vol 148. Ensuite, il entre la vitesse verticale de descente qu'il estime avoir été choisie par les pilotes d'Air Inter. Si l'enquêteur dit vrai, la simulation se terminera par la collision de l'avion avec la montagne. Ce n'est pas le cas. We're missing something. Étrangement, cette confusion n'a pas provoqué l'écrasement. À chacune de nos tentatives, l'avion a survolé l'obstacle sans même s'en approcher. Have we factored in the wind? Il a fallu envisager d'autres hypothèses. Let's try again, but initiate the turn sooner. Mais aucune n'était vraiment plausible. Malgré tous ses efforts, Jean Pariès n'arrive pas à reproduire l'écrasement. Incapable de l'expliquer, il demande la collaboration du fabricant de l'appareil. Après des recherches approfondies, un concepteur d'Airbus fournit une explication intéressante à Jean Pariès au sujet d'une particularité méconnue du pilote automatique. En situation d'urgence, si l'A320 doit changer rapidement de cap, le pilote automatique est programmé pour modifier la direction de l'appareil 2 fois plus vite que la normale. Le pilote automatique réagit beaucoup plus rapidement dans certains cas. Généralement, ça survient quand un avion descend et qu'on demande au pilote automatique de reprendre de l'altitude ou l'inverse. On a immédiatement vérifié les données au moment précis où les pilotes ont donné la commande de descendre. Gear down. Jean Pariès relève une tragique coïncidence. Malheureusement, à cette seconde précise, il y a eu de la turbulence. There was an ascent. It's very slight, but there it is. La turbulence passagère a fait prendre un peu d'altitude à l'avion. C'est ce qui a provoqué une vitesse verticale de montée de 180 mètres par minute pendant une fraction de seconde. Malheureusement, c'est pendant cette fraction de seconde que les pilotes ont amorcé leur descente. Le pilote automatique l'a interprété comme une situation d'urgence nécessitant un changement de direction rapide. That could be it. Les enquêteurs envisagent une terrible possibilité. Est-ce qu'une rafale de vent fortuite survenue à la mauvaise seconde pourrait avoir eu des conséquences aussi tragiques? Here it comes. Et on s'est écrasé. La théorie de Jean Pariès explique tous les aspects de l'écrasement. La confusion de l'équipage devant l'affichage du pilote automatique 3.3 degrees a fait descendre l'avion dangereusement près de la montagne. La turbulence ainsi qu'un dispositif de sécurité peu connu l'en ont rapproché encore davantage. La combinaison de ces facteurs a été fatale. C'est une leçon fascinante sur le rôle que peut jouer le hasard dans les accidents. Une fraction de seconde de plus ou de moins, et il n'y aurait pas eu d'écrasement. La découverte d'un écran d'affichage semant la confusion a d'énormes répercussions dans l'ensemble de l'industrie. C'était le cas d'avions comme le DC-10, le MD-11, la gamme des 740, tous les appareils de Boeing. La menace planait sur tous les avions munis de cette technologie électronique. Les enquêteurs se retrouvent devant un grave problème de sécurité aérienne qui s'étend à l'échelle de la planète. Si la conception de l'interface de ce pilote automatique n'est pas revue au plus vite, le bilan des victimes risque de s'alourdir aux 4 coins du monde. Les preuves s'accumulent quant au rôle qu'a joué l'interface du pilote automatique de l'Airbus A320 dans l'écrasement. C'est ce qui a conduit les pilotes d'Air Inter à régler accidentellement une vitesse de descente fatale. 3.3 degrees. On a prévenu l'industrie pour qu'elle se mette tout de suite au boulot. Airbus, le fabricant de l'A320, réagit sans attendre. La principale modification, qui a été effectuée très rapidement, consistait à changer la fenêtre d'affichage. Avec le nouveau design, si un pilote programme une vitesse verticale de 3300 pieds, les 4 chiffres seront affichés au complet.
Il n'y a plus de confusion possible entre un angle et une vitesse verticale. Par contre, un mystère demeure entier aux yeux des enquêteurs. Tous les Airbus A320 sont munis d'un système de sécurité appelé dispositif avertisseur de proximité du sol, ou GPWS. C'est un radar à détection plongeante qui détecte directement sous l'avion à quelle hauteur du sol il se trouve. Si l'avion est trop bas, le dispositif lance un avertissement. Mais le commandant Eke n'a jamais entendu cet avertissement pour la simple et bonne raison que son A320 n'était pas muni de ce dispositif. On s'est tout de suite demandé pourquoi cet avion n'était pas équipé du dispositif. So it's not part of the minimum equipment list. La direction d'Air Inter avait décidé qu'elle n'aimait pas les fausses alertes que lançait le GPWS. Normalement, les avions, et c'est le cas aujourd'hui, volent en 250 nœuds en dessous de 10 000 pieds. Et nous, on continuait à voler à 340 nœuds jusqu'en approche finale. Jusqu'en approche finale, quoi, pratiquement. Donc, un GPWS ne pouvait pas fonctionner dans ces conditions parce qu'il générait des fausses alarmes. Cette décision, même si elle est parfaitement légitime, a empêché les pilotes de bénéficier d'une dernière chance de renverser la vapeur avant de percuter la montagne. C'est pas possible d'imaginer un instant que les pilotes n'auraient pas remis les gaz. C'est pas possible. Il faut absolument que tous les avions commerciaux soient munis d'un GPWS. C'est devenu une évidence. The report will list these causes. Flight deck aeronomics, Les enquêteurs concluent que l'écrasement du vol 148 n'a pas de cause unique. pilot training, lack of GPWS, pilot La tragédie est le résultat d'une malheureuse combinaison de différents points faibles de l'industrie aéronautique. On a fait environ 35 recommandations, notamment au sujet de la formation des pilotes et de l'importance du dispositif avertisseur de proximité du sol. Ces recommandations ont porté fruit. Désormais, les pilotes doivent être mieux formés sur l'A320 avant d'en prendre les commandes. De pilote, je crois qu'il y a c'est 300 heures, il me semble, sur l'avion. Et donc, ils ont estimé que 300 heures, c'était suffisant. Chatelain, quand il parlait de 800, il parlait d'un niveau d'expertise. Un autre changement concerne les boîtes noires qui sont maintenant plus résistantes à la chaleur. La FAA a fait des études en reproduisant les caractéristiques thermiques des incendies après impact. On a obtenu une résistance de 10 heures à une température de 260 degrés Celsius. Delta Alpha, your position? Air Inter, Delta Alpha, Strasbourg. À la suite de l'écrasement de Strasbourg, l'A320 est un avion plus sécuritaire. Les changements découlent toujours de ce que les gens perçoivent comme étant une bonne raison. Et malheureusement, un accident est toujours une bonne raison. Mais les avancées technologiques en aéronautique ne remplaceront jamais la formation et l'expérience des pilotes. En aviation, on apprend très tôt qu'il ne faut jamais piloter un avion vers un endroit que notre cerveau n'a pas déjà visité au moins 5 minutes auparavant. Dans ce cas-ci, l'équipage n'a pas suivi cette règle.